Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 2 octobre et pour comprendre comment tourne la planète financière, même lorsque ça tourne mal, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement Octobre. Et oui, parce que on a affaire à un sacré coup de froid sur les marchés. Le CAC 40, qui en l'espace de 48 heures retombe de 5690 à 5500 points, ça fait plus de 3% perdus, quasiment en ligne droite et à cause d'une statistique polaire. Hier, on a appris que la production industrielle anticipée, c'est-à-dire l'indice des directeurs d'achat, avait plongé au mois de septembre beaucoup plus profondément qu'on ne le redoutait. On était déjà passé sous la barre des 50 barres techniques qui séparent l'expansion économique de la contraction. On était passé de 50,5 à 49,10 et puis là on tombe à 47,30 et c'est le plus mauvais score observé pour l'industrie américaine depuis 10 ans. Ah, bigre, y aurait-il un vrai ralentissement? Alors il y a quand même un bémol, ne l'oublions pas, les mouvements sociaux chez les constructeurs automobiles, la grève chez General Motors, qui a d'ailleurs déjà coûté 1 milliard de dollars, et comme on produit moins de voitures, forcément on commande moins de pièces, donc les directeurs d'achat du secteur, la sous-traitance, enregistrent naturellement un petit trou d'air au niveau des commandes. Voilà. Donc peut-être que le ralentissement n'est pas aussi brutal, mais globalement ça ralentit. Et on l'a vu avec Fitch qui, dans sa revue des 20 principales économies du monde, on a quand même identifié 19 dont la croissance ralentit. Et parmi les principaux, on a la Chine, avec une croissance revue de 6 à plus 5,7 en 2019. On a l'Inde de 6 à 5,5. On a l'Europe, où on va passer de 1,4 à 1,2. Les États-Unis s'en sortent finalement le mieux, avec une croissance revue de plus 1,8 à plus 1,7 en 2019, et puis ça repartirait en 2020. De toute façon, quand on se tourne vers l'avenir, vous le savez, systématiquement, ça va aller beaucoup mieux. Ça fait d'ailleurs 10 ans que les banques centrales nous promettent que l'année prochaine, on reverra les 2% d'inflation, on atteindra l'objectif des 2% de croissance grâce à tous ces outils merveilleux que brandissent la BCE, la Fed, et qui à chaque fois font monter les marchés, mais ne font pas repartir l'économie. Alors, et si jamais, alors là je vais évoquer quelque chose qui va vous glacer les sangs, et si jamais les marchés se mettaient à douter de l'efficacité des outils des banques centrales, et que les banques centrales se mettaient elles-mêmes à en douter. Oh, mais il y a débat au sein des banques centrales sur l'opportunité, effectivement, d'instaurer des taux négatifs, c'est-à-dire de faire voler l'avion économique complètement à l'envers. Alors on peut tenir en l'air, même sur le dos. Le problème, c'est qu'à un moment, il faudra quand même remettre du kérosène. Et les injections de la Fed depuis maintenant plus de 15 jours sur le marché interbancaire semblent nous dire quelque chose, c'est que peut-être qu'il n'y a plus assez de liquidités aujourd'hui pour financer la spéculation boursière et refinancer le trésor américain, tout simplement. Parce que la logique, quand on achète des instruments obligataires dont le rendement est négatif, ça veut dire quoi? On n'espère pas évidemment toucher du dividende ou du coupon. On espère juste que ce qu'on a acheté à 105, on le revendra à 108 et qu'on fera ces 3% de rendement que n'offre pas évidemment le coupon. Donc on emprunte beaucoup aux États-Unis, y compris pour spéculer sur le marché obligataire européen, puisque les banques centrales nous garantissent, enfin la BCE nous garantit que les prix des obligations et des emprunts d'État vont continuer de monter. Alors c'est un marché administré, puis à un moment on se dit mais et si on n'avait pas atteint le mur des zéros, est-ce qu'on peut traverser le mur et aller vers les rendements négatifs? Mais comme je l'ai déjà expliqué, si on vous confisque votre argent
lorsque vous le mettez dans un contrat d'assurance vie ou sur votre compte en banque, sachant que tout l'argent que vous mettez dans une banque, comme vous le savez, c'est une avance que vous faites à votre banque, donc c'est un prêt. Si on ne vous rémunère plus pour vous délester de votre argent, vous ne le prêtez tout simplement plus. Autrement dit, si on instaure des taux zéro ou négatifs, il n'y aura juste plus de prêteurs. Alors vous nous direz, qui aura envie d'investir s'il n'y a pas de croissance? Naturellement. Mais le problème, c'est qu'il y a toute la dette déjà accumulée qui, elle, devra être roulée, refinancée. Alors, les taux vont rester à zéro. Tout le monde en est d'accord, on a bien compris d'ailleurs depuis 2012 que les taux allaient forcément aller à zéro et y rester un temps infini. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas de payer les intérêts des dettes précédentes, c'est tout simplement de trouver des prêteurs pour rouler cette dette qu'on ne peut pas rembourser. Autrement dit, le problème, ce ne sont pas les intérêts, c'est tout simplement le principal. Mais pour l'épargnant, ne pas toucher d'intérêt sur de l'argent qu'on avance à ceux qui en ont besoin, c'est carrément la fin du système. Voilà. Donc je disais octobre, parce que avec la chute des indices, on n'est peut-être pas loin de voir aussi, à leur tour, les marchés obligataires commencer à corriger. Et là, ça serait véritablement glacial.